Tonga soa indray tompoko vavy sy tompoko lahy eto amin'ny fandaharana salangalanga izay vokarin'ny Vondry gazety l'Express de Madagascar ary arahanao eto amin'ny fahitalavitra RTA isaky ny alakamisy tahaka izao. Iaraka amiko eto hanolotra ny fandaharana androany Lova Rafidy Arso, mpanao gazety avy ao amin'ny gazety l'Express de Madagascar. Miarabanao Lova. Miarabanao Lova Rabary dia miarabantsika mpijery ny fahitalavitra RTA ihany koa. Hiteny vahiny isika androany satria Andriamatoa Michel Barré, tale général-ny Orange Madagascar, manampahaizana ihany koa mikasika ny fifandraisan-davitra vahiny, teratany vahiny ny vahintsika androany ka miala tsiny aminao raha angataka aminao fa hiteny frantsay indray ny resaka eto androany. Monsieur Michel Barré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour et puis donc merci pour votre invitation. Je le disais aux téléspectateurs, Madagascar est aujourd'hui relié avec le réseau de connexion internationale. On vient récemment de relier Majunga avec la fibre optique et Madagascar est relié par le sud par un câble sous-marin, par l'est aussi par un autre câble sous-marin. D'autres projets de câbles sous-marins sont en cours ou sont en attente d'autorisation. Quels sont, vous, en tant qu'expert, d'après vous, quels sont les avantages que Madagascar pourrait justement tirer de toutes ces infrastructures qui sont en place ou qui envisagent de se mettre en place à Madagascar? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la construction des autoroutes de l'information. Que ces autoroutes soient réalisées en fibre optique, que ces autoroutes soient réalisées avec des faisceaux hertziens à haut débit. Dans tous les cas, elles ont le même but, c'est de connecter Madagascar au reste du monde. Et bien évidemment, tout ça, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur l'économie, puisque ça permettra non seulement aux particuliers, mais également aux entreprises de bénéficier de tous les services de télécommunications modernes qui existent déjà dans de nombreux pays du monde. On peut d'ailleurs signaler que à Madagascar, les télécommunications aujourd'hui ne représentent cependant qu'une très faible part du PIB, c'est de l'ordre de 2,7-2,8% du PIB. Et quand on regarde les autres pays d'Afrique subsaharienne, on est plutôt à 6 ou 7% du PIB. On voit encore tout le potentiel qu'il y a dans le développement du secteur des télécommunications à Madagascar. Puis il faut savoir également que 10% de croissance du secteur, c'est 0,6 à 0,7% de croissance du PIB. Ceci a été démontré par des études réalisées par notamment un économiste, le professeur Raoul Katz, qui a établi une corrélation donc, entre le développement du secteur des télécommunications et le développement de l'économie d'un pays. Et aujourd'hui, donc, nous sommes encore en pleine phase de construction, de mise en place des infrastructures. Quand est-ce que les Malgaches peuvent espérer justement que ce secteur, le secteur de la télécommunication, puisse aider au développement et apporter la croissance? Alors, les télécommunications, ce n'est jamais fini. Il y a eu, il y a 30 ans, les premiers réseaux de télécommunications mobiles, les réseaux de première génération. Puis il y a 20 ans, c'était les réseaux de deuxième génération. Puis il y a un peu moins de 10 ans, c'était les réseaux de troisième génération. Aujourd'hui, en Europe, se développent les réseaux dits de quatrième génération, et on parle déjà de cinquième génération. Donc vous voyez, c'est un travail sans fin. Donc aujourd'hui, les Malgaches disposent déjà de services de télécommunications performants. Et ça, ce sont des études réalisées au niveau international qui le prouvent. En Afrique, Madagascar est toujours classé premier ou deuxième pays en matière de rapidité d'accès à l'Internet. Ça peut être surprenant. Justement, parce que ce n'est pas toujours ce que l'on ressent quand on veut se connecter sur Internet. Je pense qu'il y a ce qu'on ressent et puis il y a la réalité qui est prouvée par des mesures faites par des cabinets indépendants. Moi, je me base sur la réalité des mesures faites par des cabinets indépendants. Alors effectivement, comme dans toute activité à caractère technique, il y a de temps en temps des perturbations sur nos réseaux. Nous rencontrons, comme vous le savez, des problèmes d'alimentation en électricité. Nous rencontrons des problèmes dus aux intempéries. Mais croyez-moi, les mesures qui sont faites par ces cabinets indépendants sont des mesures fiables et qui montrent bien que Madagascar, en Afrique, océan Indien, se situe parmi les meilleurs pays en matière de qualité de connexion à Internet. Et est justement pour ça que l'Internet, justement encore à Madagascar, est
je dirais, un peu cher. Du moins récemment, certains abonnés ont eu la mauvaise surprise de recevoir des lettres leur disant que le coût va augmenter le coût de certains abonnements. La notion de cherté, souvent, c'est par rapport aux revenus, bien évidemment. Une étude a été publiée au mois de mai dernier, une étude sectorielle de la Banque mondiale, qui prouvait qu'en matière d'Internet mobile, sur la douzaine de pays étudiés, Madagascar se situait au 3e rang en matière de niveau de prix. Donc le 3e pays sur les 12 pays étudiés qui avaient les prix les plus abordables. En revanche, il est vrai, vous avez raison, rapporté au PIB, au revenu par personne, les télécommunications à Madagascar sont relativement chères. Mais la raison est simple. Dans les télécommunications, les coûts sont internationaux. C'est un peu comme un billet d'avion. Un billet d'avion d'Antananarivo à Paris aller-retour, rapporté à un salaire français, c'est 1 mois du salaire minimum. Rapporté à un salaire malgache, c'est 2 ans, 2 ans et demi de salaire minimum. Oui, c'est vrai, les télécommunications sont chères rapportées au niveau de vie du pays, mais non, en valeur absolue, en comparaison à d'autres pays, les télécommunications à Madagascar sont à un niveau très abordable. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, le moyen de ramener justement ces prix au niveau du revenu? Malheureusement, les télécommunications, comme je disais, sont basées sur des coûts qui, pour partie, ne sont pas des coûts locaux. Pour une grande partie, sont des coûts internationaux. J'ai l'habitude de dire que les télécommunications, c'est d'abord de l'électricité. Quand vous chargez un mobile, vous utilisez de l'électricité. Quand vous passez une conversation téléphonique, vous utilisez de l'électricité. Donc, pour une bonne partie, les coûts d'exploitation des réseaux dépendent des coûts d'électricité. Et dans ce domaine, on sait qu'à Madagascar, les coûts de l'électricité sont parmi les plus chers au monde. Deuxièmement, les coûts d'exploitation dépendent aussi des coûts des équipements. Et ces équipements, la plupart du temps, ils sont importés. 80% des coûts techniques des opérateurs, et je ne parle pas uniquement d'Orange Madagascar, je parle de l'ensemble des opérateurs du secteur, 80% des coûts techniques sont des coûts en euros, en dollars, ou qui dépendent de l'euro et du dollar. Donc vous voyez, malheureusement, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Et puis à cela, il faut ajouter les taxes. Alors, Madagascar a quand même le privilège d'être le 2e ou le 3e pays de la zone Afrique-Océan Indien le plus taxé. Bien évidemment, ce n'est pas moi en tant que chef d'entreprise qui peut me permettre d'intervenir sur la politique budgétaire et fiscale du gouvernement. Néanmoins, c'est mon devoir d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que considérer le mobile aujourd'hui comme un produit de luxe, c'est peut-être constituer un frein important au développement de l'activité des télécommunications. Je ne pense pas aujourd'hui que le mobile soit un produit de luxe. C'est plutôt un produit de première nécessité, au même titre que les boissons hygiéniques, au même titre que le riz, au même titre que les produits utilisés tous les jours par les Malgaches. Donc en ce domaine, il est clair qu'il faudrait reconsidérer la question des taxes sur le secteur, même s'il est tout à fait normal que les opérateurs de télécommunications, comme les autres entreprises, payent des impôts et payent des taxes. Mais justement, vous parliez tout à l'heure d'une étude de la Banque mondiale, et justement dans cette étude, il est mentionné que la vision pour 2024, ce serait un Madagascar, un pays dans lequel les services de télécommunications, et en particulier les services Internet, seront accessibles, abordables et largement utilisés par la population. L'accès de la population justement à Internet aujourd'hui, où en est Madagascar? Côté mobile, je pense que Madagascar est à 80%. Côté Internet, c'est où en est Madagascar et quand est-ce que ça va pouvoir être possible? Internet abordable, ou est-ce qu'il faudra encore plusieurs paramètres avant qu'on arrive vraiment à une démocratisation de Internet? Alors d'abord, côté mobile, effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, parfois contradictoires. De l'avis des opérateurs de télécommunications, le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de mobiles rapporté à la population, est plutôt de l'ordre de 25 à 30% plutôt que les 80% que vous avez annoncé. Pourquoi? C'est simplement une question de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un client mobile? Est-ce qu'un client qui téléphone 1 heure par jour à l'international a la même valeur qu'un client qui appelle 1 fois par mois en communication locale? Donc c'est pour ça qu'il y a des chiffres qui circulent, qui représentent des variations importantes. Nous estimons, en tant que professionnels du secteur, qu'aujourd'hui, il y a à Madagascar de l'ordre de 4 millions de clients uniques. Et si l'on considère que certains clients ont 2 téléphones mobiles, 2 cartes SIM,
voire 3. C'est à peu près 5 à 6 millions au total d'utilisateurs du téléphone mobile. Donc on est encore loin des 80% qui circulent parfois dans certains rapports. Donc effectivement, il y a encore un potentiel de développement important, mais ce potentiel est conditionné bien évidemment par le développement économique du pays. Mais c'est aujourd'hui ça un des principaux freins. Il en est de même pour Internet, puisque le niveau de pénétration d'Internet, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs rapportés à la population, est de l'ordre de 1 à 1,5%, ce qui est extrêmement faible. Mais pour pouvoir accéder à Internet, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut des réseaux de télécommunications. Ça, c'est notre rôle, à nous, opérateurs. Il faut ensuite des terminaux, que ces terminaux, ce soit des ordinateurs personnels, ou que ce soit ce qu'on appelle des smartphones. Donc, comme vous avez pu le noter ces derniers mois, chez Orange Madagascar, nous avons fait un important effort, puisque nous commercialisons aujourd'hui un des smartphones les moins chers au monde, le moins cher sur le marché malgache, qui s'appelle le Pixi, pour 159 000 ariars. Donc un prix extrêmement abordable. Et ceci sans compromis sur la qualité, puisque c'est un téléphone, un smartphone. C'est toujours plus cher que le SMIC. C'est malheureusement beaucoup plus cher que le SMIC, mais quand on connaît la complexité technologique pour produire un tel téléphone, on s'aperçoit qu'il y a quand même des limites à la baisse des prix et qu'on ne peut pas produire pour rien un équipement de cette nature. 159 000 ariars, à peu près 53 €, c'est quand même un prix extrêmement abordable, même si je reconnais que, rapporté au niveau de vie moyen de la population malgache, il y a encore beaucoup de marge de progrès pour pouvoir servir tout le monde. Vous avez annoncé tout à l'heure que le taux de pénétration Internet est très faible, 1% de la population, alors qu'il y a tant de câbles sous-marins, un au sud, à l'est, à l'ouest. Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça dans le pays ? Il y a de la place pour desservir 10 fois plus, peut-être 20 fois plus. Il n'y a aucune difficulté. Les capacités sur les câbles sous-marins qui sont à fibre optique, je dirais pas sont infinies, parce que l'infini en matière technologique, ça n'existe pas, mais sont largement supérieures aux besoins aujourd'hui et futurs à horizon prévisible de la population malgache. Justement, ne serait pas, est-ce qu'on n'en est pas dans un stade où ces câbles sont sous-exploités et des investissements à perte pour le moment? Alors, il faut savoir que, et je vais rentrer un peu dans la technologie, que quand on pose un câble sous-marin qui comprend plusieurs fibres optiques, en général, on n'allume pas, c'est-à-dire on ne met pas sous tension, on ne fait pas passer de signal sur toutes les fibres optiques du câble. Il y a des possibilités de faire évoluer la capacité du câble au fur et à mesure des besoins, ce qui permet effectivement de limiter les coûts d'exploitation les premières années, puis au fur et à mesure que les besoins augmentent, on augmente la capacité qui est mise en service. C'est un peu comme sur une autoroute qu'on construirait à 4 voies, et puis on met pour la première année juste 2 voies en service, et puis 5 ans plus tard on met la 3e voie en service, puis 10 ans plus tard on met la 4e voie en service. Ceci pour limiter les coûts. Donc nous avons de la capacité en réserve, mais nous faisons en sorte de limiter nos coûts d'exploitation en ne mettant pas toute cette capacité en service. Et comment vous faites pour que la connexion de bout en bout jusqu'au client final avec ces câbles-là? La connexion de bout en bout jusqu'au client final, elle se fait, puisque nous sommes opérateurs de réseau mobile, par notre réseau mobile dit 3G, 3e génération, qui aujourd'hui dessert les 150 plus grandes villes de Madagascar. D'autres opérateurs utilisent d'autres technologies. Je ne vais pas, bien évidemment, m'étendre sur ce point, puisque jusqu'à présent, Orange Madagascar n'était pas autorisé à mettre en place ces autres technologies, comme le raccordement en fibre optique. Enfin, nous espérons néanmoins qu'à l'occasion du renouvellement de notre licence, qui expire dans quelques mois, nous pourrons mettre, conformément à la loi sur les télécommunications de 2005, en œuvre toutes les technologies permettant de fournir les services autorisés dans notre licence. Et la 3G, vous en avez la licence pour l'exploitation de ces technologies? La licence 3G a été régularisée par le directeur général de l'OMERT il y a un peu plus d'1 an, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les opérateurs sont en règle vis-à-vis de la réglementation. Sachant que la loi de 2005 est ce qu'on appelle neutre technologiquement, donc spécifier clairement que les opérateurs étaient habilités, ou sont habilités à mettre en œuvre toutes les technologies dont ils ont besoin pour fournir les services
pour lesquels ils sont autorisés. Et justement, pour la licence renouvelée que vous attendez pour 2015, est-ce que vous vous attendez à une licence neutre, justement, qui va dépendre de l'évolution de la technologie, ou est-ce que ça sera fixé comme la dernière fois, où ça va être limité au GSM et puis régularisé en fonction de la technologie qui va arriver? Alors, c'est une discussion que nous avons en ce moment avec les autorités. Donc, j'ai rencontré le ministre des Télécommunications hier, qui m'a indiqué qu'il allait prendre très prochainement les décrets d'application manquants par rapport à cette loi de 2005 et prendre les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions de la loi soient bien appliquées à l'occasion du renouvellement des licences. Donc permettez-moi pour l'instant de lui faire confiance, de lui laisser quelques semaines ou encore quelques mois pour que tout ça puisse être mis en œuvre. Quant à nous, nous sommes quand même confiants que nous aurons le moment venu la licence que nous souhaitons, parce que tout ça va dans l'intérêt du pays, va bien évidemment dans l'intérêt du développement des télécommunications, mais surtout à la fin dans l'intérêt du pays. Donc, disons que dans un an, vous aurez la possibilité de... Dans moins d'un an. Dans moins d'un an. Au mois d'avril 2015, nous aurons la possibilité, oui, dans moins d'un an, justement, d'utiliser toutes les technologies que nous voulons. D'utiliser toutes les technologies que vous voulez, dont justement le raccordement via la fibre optique. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que si tous les opérateurs ont cette possibilité-là, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que chaque opérateur va mettre en place sa fibre optique, l'un ici, l'autre en face, ou comment est-ce que ça va se passer? Alors, nous n'avons pas comme ambition de défoncer toutes les routes de Madagascar ou les routes des grandes villes de Madagascar. Vous savez, en matière d'infrastructure, il y a un principe qui prévaut déjà depuis plusieurs années, c'est le partage de ces infrastructures entre les opérateurs. Le partage d'infrastructures, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en concurrence. Ça veut dire que quand nous construisons une route, quand nous construisons une autoroute, nous faisons en sorte que tous les opérateurs présents sur la place puissent l'utiliser. Alors bien évidemment, il y a celui qui va gérer l'autoroute, et puis les autres vont payer un droit de passage. Mais on ne va pas construire 3 autoroutes en parallèle pour desservir les mêmes destinations. Ça serait complètement contre-productif d'un point de vue économique. Ça ne servirait en rien à l'intérêt des opérateurs et ça ne servirait en rien à l'intérêt du pays. Donc, nous pratiquons déjà le partage d'infrastructures, notamment sur les pylônes. De temps en temps, vous voyez des pylônes avec des antennes de 2, 3 opérateurs. Nous pratiquons aussi le partage des infrastructures sur les réseaux de transmission. Par exemple, dans le cadre du projet PICOM, qui est en train d'être mis en service entre Tuléar, Morundave et Majunga. Puis c'est Orange Madagascar qui a mis en place le réseau de transmission et qui va l'exploiter pour le compte d'Airtel, de Telma et bien évidemment d'Orange Madagascar. Donc en partageant cette infrastructure entre les 3 opérateurs, moyennant un mécanisme de redevance. Voilà, donc un partage des infrastructures pour économiser sur les investissements, et puis bien évidemment une concurrence après sur le service qui est fourni aux clients. Tout ça, ce n'est pas antinomique. Justement, quand vous parlez de... Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, hein, si je comprends bien. Par exemple, Orange, pour relier, par exemple, pour accorder Tana avec le câble qui est à Thomas, n'utilise pas encore la fibre optique qui est mise en place par un autre opérateur. Non, parce que nous avons notre propre réseau de transmission qui a déjà été construit depuis plusieurs années et donc qui nous donne totalement satisfaction. Vous savez, il y a plusieurs technologies possibles pour rendre le même service. Pour faire ce qu'on appelle la transmission, donc ces autoroutes de l'information, on utilise soit la technologie en fibre optique, soit on utilise la technologie d'IFE-SOERDien. Tout dépend, je dirais, de la quantité de trafic, du volume de trafic que vous avez à passer. Tout dépend aussi de la configuration du terrain. Tout dépend aussi du choix stratégique, du choix technologique de chaque opérateur. Mais vu du client final, ce qui compte, ce n'est pas qu'on utilise de la fibre optique, ce n'est pas ce qu'on utilise du faisceau hertzien, ce n'est pas qu'on utilise une liaison par satellite. Ce qui compte, c'est le service qu'on rend et la qualité du service qu'on rend. Donc, est-ce que le service qu'Orange Madagascar ou que les autres opérateurs peuvent m'offrir correspond à mes besoins? Est-ce que le niveau de qualité de service, c'est-à-dire la fiabilité, l'intervention en cas de problème, le niveau de prix correspond à mes besoins? C'est ça la vraie question. La technologie devient accessoire, c'est un peu comme dans une voiture. Aujourd'hui, maintenant, les moteurs des voitures modernes sont tellement complexes que plus personne n'ouvre le capot. Et ce qui compte, c'est quand on tourne la clé de contact, que la voiture démarre.
Oui, je voudrais toujours rester un peu sur ces câbles sous-marins. Il y a le projet Fly Lyon 3 qui devait commencer, je crois, oui, en 2013. Où en est justement ce projet aujourd'hui? Alors, le projet devait plutôt commencer fin 2014, début 2015 initialement. Donc ce projet Fly Lyon 3, c'est en fait au départ la réunion de deux projets. Un projet Fly qui avait été initié par Telma avec Comore Télécom, et puis un projet Lyon 3 qui avait été initié par le groupe Orange, c'est-à-dire Orange Madagascar, Orange Mayotte, Orange Réunion. Il y a à peu près 18 mois, il est devenu évident qu'il y avait un intérêt économique pour tous les opérateurs de s'allier, ce qu'on appelle le partage des investissements. Mais évidemment, plus on est nombreux, plus c'est difficile de se mettre d'accord. Donc nous sommes aujourd'hui en discussion dans ce projet avec les différentes parties prenantes. Donc d'un côté, Telma et Orange Madagascar pour la Grande Île. D'un autre côté, à l'extrémité du câble, Comore Télécom. Et puis au milieu, à Mayotte, nous avons Orange Mayotte, Orange Réunion, SRR, et plus nos amis mauriciens de Mauritius Télécom et MTEL qui aussi sont intéressés à se connecter sur ce câble. Voilà. Donc un certain nombre d'acteurs à mettre d'accord, ce qui fait que ça prend toujours un peu de temps, parce qu'il faut se répartir le montant des investissements, il faut se répartir le montant des coûts d'exploitation. Voilà, je suis quand même confiant qu'il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble de la région, océan Indien, de mettre en œuvre ce projet. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un câble 400 km, à peu près 20 millions d'euros d'investissement. Il y a un câble sous-marin, ça coûte 50 000 euros du kilomètre. Vous comprenez que c'est des investissements qui sont assez considérables, qui ne sont pas faits à la légère. Mais une fois que la décision sera prise, il faudra de l'ordre de 8 à 12 mois pour le mettre en œuvre. Donc, ça ne sera peut-être pas fait pour le début de l'année 2015, mais nous sommes confiants que pour la fin de l'année 2015 ou le tout début de l'année 2016, nous allons y arriver. Quand vous parlez d'accord justement entre les opérateurs qui sont implantés à Madagascar, les abonnés, les clients, ils craignent plutôt une certaine entente qui irait à leur désavantage. Alors là c'est un accord sur les infrastructures, sur les investissements. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est partenaire sur des investissements que l'on n'est pas en concurrence sur les services fournis aux clients finaux. Et ça va même d'ailleurs dans l'intérêt des clients, puisque si au lieu de construire un seul câble, nous construisions deux câbles en parallèle sur le même trajet, bien évidemment, il faudrait que dans le prix de chaque opérateur soit reflété le montant de ses investissements d'une manière ou d'une autre. Donc à la fin, qui est-ce qui serait perdant? C'est le client, puisque d'une manière économique, il faut bien répercuter sur le client final l'ensemble des coûts de l'entreprise. Sinon, il n'y a pas d'entreprise qui peut vivre correctement. En parlant d'entente là, l'on se sent un peu qu'en matière de concurrence, on ne constate même pas sur les marchés qu'il y a vraiment une concurrence sur les prix entre les trois opérateurs, ne serait-ce que dans le secteur téléphonie mobile. Alors si vous voulez me dire que tous les opérateurs pratiquent à peu près les mêmes prix, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que tous les opérateurs ont à peu près les mêmes coûts de revient. Tous les opérateurs sont à peu près organisés de la même manière. Donc de là à penser qu'il y a, grâce à la concurrence, une baisse sans fin des prix qui aboutira à la gratuité, je pense que c'est une utopie complète. Aucun service, que ce soit dans les télécommunications, ou aucun produit, dans tous les secteurs, quel qu'il soit, ne peut être fourni gratuitement. Il y a un minimum de prix en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et ce minimum de prix, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, la formule que j'ai appris quand j'étais à l'école primaire, hein, le prix de vente, c'est le prix de revient plus le bénéfice. Donc c'est quoi le prix de vente? Le prix de vente égale prix de revient plus bénéfice, ça veut dire que d'une part, bien évidemment, il faut que les opérateurs de télécommunications gagnent de l'argent. Gagnent de l'argent d'abord pour rémunérer leurs actionnaires qui ont investi, qui ont pris le risque de l'investisseur, pour constituer les réserves, que ce soit les réserves obligatoires prévues par les lois comptables, ou que ce soit les réserves dites facultatives, qui permettent d'assurer la pérennité de l'entreprise. Puis il y a le prix de revient. Comme j'ai dit, le prix de revient, qu'est-ce que c'est? Ce sont les coûts d'exploitation. Donc des coûts qui, pour une bonne partie, sont soit en euros ou dollars, ou basés sur l'euro et le dollar. Puis les taxes.
Voilà. Donc, à un certain moment, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau de prix, de revient, donc on ne peut pas descendre à un certain niveau de prix final pour l'utilisateur. Oui, mais dans d'autres pays, si on prend le cas par exemple en Afrique ou en Europe, tout ça c'est vrai, mais au niveau du prix, on constate même qu'il y a des opérateurs qui arrivent même à casser les prix, arrivent à descendre un peu. Je pense que ces opérateurs, d'abord, ils ont un très bon marketing. Ils ont un très bon marketing parce qu'ils arrivent à faire croire à certains clients qu'ils ne vont payer que 2 € par mois pour bénéficier de services. Et puis en fait, à la fin du mois, le client il s'aperçoit qu'il a payé plutôt 7 ou 8 €. Si on regarde le revenu moyen par client en France, il est plutôt de l'ordre de 25 €. À Madagascar, il est de 2 €. Aux États-Unis, il est plutôt de 70 ou 80 $. Alors pourquoi à Madagascar, il est de 2 €? Il est de 2 € parce que l'utilisation est beaucoup plus faible. Mais Madagascar étant un grand pays, les coûts de nos réseaux, les investissements dans nos réseaux sont les mêmes que ceux dans des pays de taille comparable avec une population comparable. Et ceci avec un revenu 2 fois, 3 fois, ou 4 fois, ou 10 fois inférieur. Je serai directeur général d'Orange Cameroun, par exemple, pays un peu plus petit que Madagascar, à peu près la même population. Mon chiffre d'affaires serait à peu près 2 fois et demi celui qu'il est à Madagascar, pour des investissements et pour des coûts qui seraient à peu près identiques. Donc vous voyez que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème à Madagascar, ce n'est pas tant le prix final des services de télécommunications qui, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on met de côté l'aspect taxe, qui vient quand même nous pénaliser, mais toute chose égale par ailleurs, sont à un niveau compétitif par rapport à ceux des autres pays. Donc ce n'est pas tant le prix, cet aspect prix final, que la consommation que peuvent en faire les utilisateurs. C'est-à-dire les revenus disponibles sur les utilisateurs pour consommer des services de télécom. Si demain, ce que je souhaite, le niveau de vie est multiplié par 2, et que la consommation de services de télécom est multipliée par 2, bien évidemment, les coûts d'Orange Madagascar et des autres opérateurs ne vont pas être multipliés par 2, ce qui permettra automatiquement de répercuter une partie des marges supplémentaires sur les prix à la baisse. Voilà, c'est vraiment une équation économique, globale, qui est à peu près la même dans tous les pays du monde, et non pas une équation économique locale, comme on a sur certains autres produits. Oui, mais quel est alors l'intérêt de venir à Madagascar pour investir, justement, alors que la population n'a pas tellement les revenus pour... vous parliez vous seriez directeur d'Orange Cameroun, vous auriez un chiffre d'affaires 2 fois et demi plus important que ce qu'il y a ici. Pourquoi Madagascar alors? Alors, d'abord, pourquoi Madagascar? Je rappelle que Orange, qui s'appelait à l'époque Antaris, est présent à Madagascar depuis 1997. Et à l'époque, j'ai été pendant quelques semaines le premier directeur général d'Antaris, puisque c'est moi-même qui ai démarré les activités opérationnelles de cette filiale. Et dans le plan d'affaires, ce qu'on appelle le business plan de l'époque, il était prévu que 15 ans plus tard, c'est-à-dire 1997 plus 15 ans, 2012, 2013, il y aurait en tout et pour tout 20 000 clients mobiles à Madagascar. 20 000 clients mobiles, tous opérateurs confondus. Donc vous voyez que lorsqu'on a décidé, et quand je dis on, c'est au niveau du groupe qui à l'époque s'appelait France Télécom, donc France Télécom Orange, d'investir à Madagascar, ce n'est pas forcément sur des résultats tels qu'on les prévoyait dans notre business plan, mais dans une perspective qu'un jour ou l'autre, l'économie de ce pays se développerait. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Malgré cela, les télécommunications sont quand même devenues un succès, puisqu'on est passé de 20 000 clients à la cible en 2012 de l'ordre de 4 millions et demi de clients. Alors effectivement, avec des revenus beaucoup plus faibles. Mais il y a toujours, en particulier au niveau du groupe Orange, cette croyance, si je puis dire, cette anticipation que l'économie de la Grande Île, un jour ou l'autre, va se développer de façon comparable à ce qu'on observe dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est pour ça que nous sommes à Madagascar. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes à Madagascar depuis 17 ans. Et je suis persuadé que dans 17 ans, nous serons encore à Madagascar.
Oui, mais on dit aussi que le secteur de la télécommunication, justement, donc, ne connaît pratiquement jamais de crise. Alors que dans les autres secteurs, par exemple, Madagascar est passé depuis 1997 à maintenant par 2 grandes crises politiques au moins, mais ça n'a pas empêché le secteur de la télécommunication de se développer. Alors le secteur des télécommunications ne connaît pas de crise, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. En ce sens, comme je le disais tout à l'heure, nous serions dans certains autres pays, nous aurions un chiffre d'affaires très largement supérieur à celui qu'il est à Madagascar. Je pense que dans le secteur des télécommunications, où tout va très vite, nous faisons en sorte en permanence de nous adapter au contexte du pays. C'est-à-dire nous adapter au contexte du pays, ça veut dire... bien dans les périodes difficiles, peut-être ralentir un peu le rythme des investissements. C'est ce que nous avons fait en 2009, 2010. Et puis dès que nous voyons un petit peu d'embellie, nous décidions d'accélérer. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2013, depuis que je suis arrivé il y a 2 ans. Nous avons décidé d'accélérer nos investissements. Et dans les 5 ans à venir, nous allons continuer à investir très largement à Madagascar, de l'ordre de 500 milliards d'ariars sur les 5 années cumulées, ce qui prouve notre confiance dans l'avenir du pays. Alors j'espère que cette confiance est bien placée et que l'avenir me donnera raison. Oui, moi je voudrais revenir à une question qui doit intéresser beaucoup de nos téléspectateurs, en particulier nos téléspectateurs qui travaillent au sein de certaines entreprises, au sein du secteur privé. Il y a eu une époque où les 3 opérateurs justement ont décidé, tous les 3, de suspendre le système de gratuité de la flotte d'entreprise. Oui. Et ça a pénalisé un certain nombre d'acteurs du secteur privé. Et là, est-ce que sur ce coup-là, est-ce qu'il n'y a pas eu d'entente, justement? Alors, vous l'avez très bien dit, on décidait de suspendre la gratuité. Est-ce que vous trouvez normal qu'un service soit gratuit? Moi, je voudrais bien avoir gratuitement accès à mon supermarché favori tous les samedis. Je voudrais bien avoir gratuitement accès à mon restaurant favori ou pour un prix forfaitaire. Oui, non, là on parle de la gratuité de la flotte. Enfin, mais c'est pareil, c'est exactement pareil. En arrivant à Madagascar il y a 2 ans, moi j'ai rapidement constaté que le trafic des flottes, tous les ans il se multipliait par 2. Et dans la même période, le chiffre d'affaires diminuait de 25%. Aucune entreprise ne peut être pérenne dans de telles conditions. Imaginez que vous soyez obligé de fournir chaque année 2 fois plus de produits et de services avec un prix qui diminue de 25% par an. Au bout de quelques années, c'est la mort de votre activité. Alors, on peut me dire pourquoi on est arrivé là. Donc vous vous êtes entendu avec les autres... Non, attendez, je vais vous répondre. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu assez de régulation dans le secteur. Vous savez, quand dans les télécommunications, dans tous les pays du monde, il y a un régulateur. Alors souvent, on pense que le rôle du régulateur, c'est d'éviter que les prix des opérateurs soient trop hauts. Et dans beaucoup de pays, le rôle du régulateur, c'est aussi d'éviter que les prix des opérateurs soient trop bas, que ces prix, je dirais, conduisent à un moment donné à l'effondrement du secteur. Parce que dans une concurrence effrénée, quand vous rentrez dans une spirale de guerre des prix, un opérateur baisse ses prix, le deuxième suit, le troisième suit, puis à la fin vous vendez en dessous de votre prix de revient, et puis à la fin de l'année, vous constatez que vous êtes en perte. Et malheureusement, quand une entreprise est en perte, elle n'est pas viable longtemps. Donc il y a eu effectivement, au début de l'année 2013, une discussion avec le régulateur pour qu'il intervienne sur le marché afin de remettre de l'ordre. Donc c'est vrai qu'il y avait eu un défaut de régulation à un moment donné qui avait permis de lancer cette guerre des prix et d'aboutir à cette gratuité de flotte totalement anormale que je n'ai vue dans aucun pays du monde. J'ai travaillé dans quand même pas mal de pays du monde dans le secteur des télécommunications, mais de la gratuité de flotte, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc le régulateur a mis un peu d'ordre. Alors c'est vrai que quand vous mettez un petit peu d'ordre dans un secteur, ça met un peu de trouble. Quand vous êtes habitué à obtenir un service gratuitement, bien évidemment, vous n'êtes pas content d'être obligé de le payer. Mais certains clients m'ont avoué que... Alors certains étaient mécontents, c'est tout à fait normal. Certains m'ont dit, en aparté,
bah, finalement, vous avez bien fait de mettre de l'ordre, parce que mon chauffeur, mon épouse, il utilisait carrément le mobile en talkie-walkie. Ça veut dire qu'on l'allumait le matin, et puis on le laissait allumer toute la journée. Bah oui, il n'y a pas de limite, c'est gratuit. Vous voyez, tous les abus auxquels peuvent conduire des services qui sont fournis gratuitement. Donc pour moi, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain pour les entreprises qui fournissent ces services. Ce n'est pas sain pour le secteur, parce que ça obère complètement sa capacité d'investissement. Mais ce n'est pas sain aussi pour les utilisateurs, où d'autres chefs d'entreprise m'ont dit « Oui, mais le personnel, chez nous, il passait son temps à téléphoner, et puis forcément, c'était gratuit. » Et puis quand il téléphonait, il ne travaillait pas, ou il travaillait moins. Voilà. Donc, oui, il y a eu des mécontentements, mais il y a eu aussi, même si ça a été un peu moins affiché, une certaine satisfaction. Oui, mais au niveau du secteur public, par exemple, le système n'est pas applicable du secteur public. Les fonctionnaires, ils continuent de bénéficier d'un certain avantage, justement, par rapport au... Alors, effectivement, nous sommes conscients des difficultés que peut rencontrer l'État pour financer ses activités. Ce qui avait été convenu avec le régulateur, c'est que non pas que l'on pérennise ce système de flotte pour les fonctionnaires, mais que l'on retarde un petit peu le délai d'application et qu'on profite du renouvellement des contrats pour les faire rentrer dans le système dit normal. C'est ce que nous sommes en train de faire progressivement. Ça devrait intervenir quand, ça dépend des contrats, puisqu'il y a Pourquoi ne pas appliquer ce système-là aussi au secteur privé, d'attendre la fin de leur contrat? La fin du contrat, et puis reprendre à chaque renouvellement de contrat. À l'époque, la décision qui a été prise par le régulateur avait été de faire appliquer cette décision rapidement. Je rappelle aussi que derrière le chiffre d'affaires des opérateurs, il y a des taxes. Et qui dit taxe dit aussi recette de l'État. Donc cette gratuité intraflotte avait conduit à une baisse du revenu des opérateurs, donc à une baisse des collectes de taxes au profit de l'État. C'est un peu différent pour la fonction publique, puisque c'est passé de la poche gauche à la poche droite. C'est-à-dire collecter des taxes sur des coûts qui sont payés par les administrations, à la fin de l'année, ça n'a rien changé au budget de l'État. Oui, mais le régulateur ne doit pas intervenir sur le prix. Le régulateur a tous les pouvoirs pour réguler le secteur. Le rôle d'un régulateur, c'est de réguler le secteur. Mais pas d'intervenir sur le coût, sur le prix de... Le rôle d'un régulateur, comme son nom l'indique, c'est de réguler le secteur. Moi, je peux vous donner d'exemples d'un pays que je connais bien, la France, où pendant des années, le régulateur a imposé à l'opérateur historique, France Télécom, de ne pas descendre le prix de son abonnement ADSL en dessous d'un certain niveau pour permettre le développement de la concurrence. Donc le régulateur a tout pouvoir pour réguler les prix aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc éviter que les opérateurs pratiquent des prix beaucoup trop élevés, qui empêcheraient le développement de la concurrence et qui, je dirais, freineraient le développement des utilisations, et puis empêcher que les opérateurs pratiquent des prix dits prédateurs, qui ferait que le plus puissant survivrait et que les autres mourraient. Vous savez, quand vous appartenez à un groupe comme celui auquel j'appartiens, Orange, c'est 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Orange Madagascar, c'est modestement 80 millions d'euros. Perdre 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros à Madagascar pour le groupe Orange, c'est rien. Si on décide que c'est notre stratégie. Et si on décide qu'on veut éliminer les concurrents. Alors posez-vous la question, si parmi nos concurrents, au cas où on déciderait de perdre 30 ou 40 millions d'euros par an, lequel survivrait, à votre avis? Sachant que l'un fait partie d'un grand groupe aussi international, et l'autre est un opérateur avec un actionnariat local, même si derrière cet actionnariat local, il y a l'État malgache. Donc vous voyez que le rôle vraiment du régulateur, c'est d'éviter que les opérateurs, au nom de la libre concurrence, fassent n'importe quoi. Oui, mais est-ce que demain, vous ne craignez pas... Là, le régulateur, il s'est imposé pour que justement, vous augmentiez un peu le prix. Mais est-ce que vous ne craignez pas que demain, le régulateur va intervenir pour justement faire baisser le prix, mais pour des raisons vraiment qui n'ont rien à voir avec l'économie? Le régulateur, il a toujours le pouvoir de réguler les prix. Après, il faut qu'il le fasse, je dirais, de façon intelligente pour ne pas tuer le secteur. Parce que si à un moment donné, les entreprises, les opérateurs de télécommunications ne disposent pas de moyens pour investir, et comme je vous l'ai dit, nous investissons chaque année 20 à 30% de notre chiffre d'affaires.
investir 20 à 30% de son chiffre d'affaires, ça veut dire que nous dégageons au minimum 20 à 30% de marge, autrement nous perdons de l'argent. Donc il faut que le régulateur, effectivement, agisse avec circonspection pour faire en sorte que la régulation des prix permette aux opérateurs de vivre, tout en ne créant pas une situation où les opérateurs, je dirais, s'enrichissent de façon totalement anormale sur le dos des consommateurs. Donc alors, en général, comment ça se passe? C'est qu'il y a des études, il y a des modèles économiques dans les télécommunications, divers modèles économiques, parce que c'est compliqué de connaître le coût de revient d'une communication téléphonique, qui permettent à un moment donné à un régulateur de s'assurer que les prix pratiqués par les opérateurs correspondent à un prix de revient, augmenté d'une marge raisonnable mais suffisante pour pouvoir continuer à développer les investissements. Mais justement, est-ce que vous pensez que le régulateur ici, à Madagascar, a les moyens d'étudier tous ces prix-là? Ce n'est pas à moi de juger de la qualité du régulateur à Madagascar. En tout état de cause, si le régulateur considère qu'il n'a pas les ressources en interne pour faire cela, il a la possibilité de s'appuyer sur des cabinets internationaux qui disposent de toutes les compétences, et je pense que c'est ce qu'il fait. De la même manière que d'autres régulateurs dans d'autres pays du monde font appel à des cabinets internationaux spécialisés qui possèdent toutes les compétences pour faire ces études, qui sont, croyez-moi, très complexes, parce qu'il faut prendre en compte un grand nombre de facteurs, et notamment la durée de vie des investissements, qui dépend non seulement de la durée de vie technique, mais également ce qu'on appelle de l'obsolescence technologique. Voilà, pour ne citer qu'un des paramètres à prendre en compte. Mais quand le régulateur avait imposé de mettre un peu de l'ordre dans les secteurs, je me souviens très bien, en 2011, il y avait un projet, la passerelle internationale unique. Les 3 opérateurs ont haussé le ton que c'est injuste, etc., etc. Et quand le régulateur avait imposé aussi en août 2011 ou en août 2012 qu'il y a des opérateurs qui n'ont pas eu de licence d'exploitation sur les 3G, les opérateurs ont aussi haussé leur ton que c'est injuste. Pour dire que quand c'est dans l'intérêt financier des opérateurs, par exemple, vous y allez, et quand c'est... Non, alors, est-ce que la passerelle internationale unique est dans l'intérêt des opérateurs ou pas? Oui. Je pense que la passerelle internationale... Derrière la passerelle internationale unique, qui est un sujet que l'on a rencontré dans plusieurs pays d'Afrique, il faut savoir que souvent, il y a des mécanismes qui ne sont pas très clairs. Je m'explique. La passerelle internationale unique, ça veut dire concentrer tout le trafic international arrivé en un seul point. On appelle la passerelle, hein, donc il y a un équipement dans une pièce où passe tout le trafic international, donc ça crée déjà un point de fragilité. Alors qu'aujourd'hui, le trafic à Madagascar rentre par plusieurs points, par le câble Lyon, par le câble ici, par satellite. Et ensuite, l'entreprise qui exploite la passerelle fait payer une redevance. Donc fait payer une redevance aux opérateurs qu'ils ne payaient pas avant, pour fournir un service qui n'a aucun intérêt. Mais on s'aperçoit aussi que des fois, une partie de cette redevance va dans les caisses de l'État, mais une partie va aussi dans les poches de personnes physiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de l'État. Voilà pourquoi, au niveau du groupe Orange, nous nous sommes toujours opposés et nous nous opposerons fermement à la mise en place d'une passerelle internationale unique. Il y a derrière ces mises en place de passerelles internationales uniques ce qu'on va appeler des pratiques mafieuses. Et quand on regarde les sociétés qui exploitent, je ne dis pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, quand on regarde où sont basés leurs sièges sociaux, on s'aperçoit que leur intérêt n'a rien à voir avec le secteur des télécommunications. Voilà pourquoi nous sommes totalement opposés à la mise en place d'une passerelle internationale unique, qui part du principe, en plus, que les opérateurs sont des fraudeurs, ce qui est totalement faux, puisque le régulateur a aujourd'hui toutes les possibilités d'analyser le trafic arrivé qui passe sur nos réseaux. Et deuxièmement, ces passerelles internationales uniques ne résolvent pas la question du trafic frauduleux, qui arrive par ce qu'on appelle des voies grises, c'est-à-dire par des liaisons satellites, mis en place au départ de certains pays européens, qui arrivent sur des récepteurs satellites mis en place à Madagascar, dans certains quartiers de Tananarive, ou dans certains quartiers d'autres villes de province, et de façon totalement illégale, sans pour autant que des fois les autorités, bien qu'elles soient alertées,
n'agissent contre ces fraudeurs. Donc vous voyez que le problème de la passerelle internationale unique, ça ne se résout pas à une lutte des opérateurs pour défendre leurs précarés, c'est une lutte des opérateurs contre des pratiques dont la déontologie est extrêmement limite. Mais concernant la 3G? Alors concernant la 3G, comme je vous l'ai dit, nous avons une licence en 2005, qui arrive à expiration en avril 2015, avant la loi de juillet 2005. La loi de 2005 prévoit la neutralité technologique. Donc aujourd'hui, la question de licence ne se pose pas en termes de technologie, 2G, 3G, 4G, etc. D'après la loi de 2005, tous les opérateurs aujourd'hui qui ont une licence pour opérer un service, que ce soit un service de voix ou un service de transmission de données, devraient pouvoir utiliser la technologie la plus appropriée pour le service qu'ils fournissent. Donc la régularisation qui est intervenue par le MERT au mois de septembre 2013, c'était une régularisation en matière d'utilisation des fréquences et non pas une régularisation en matière de licence, puisque de facto la loi s'impose. La loi s'impose sur les licences, même si les licences, elles ont été conclues avant. En parlant de flotte, là, vous avez parlé d'une baisse des chiffres d'affaires avec la gratuité des flottes d'entreprises, là. Oui. Mais dans le rapport financier d'Orange Madagascar, il y avait une baisse là, énoncée dans ce rapport-là en 2013, baisse des chiffres d'affaires, de nombre de clients. Donc c'était un impact négatif, là, la gratuité des flottes, ou c'est à cause de quoi cette baisse-là? Alors, effectivement, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où vous aviez des flottes qui étaient gratuites, enfin qui n'étaient pas tout à fait gratuites, disons pour un prix forfaitaire limité, il y avait possibilité de passer un nombre de communications illimité, forcément ça a un impact sur le chiffre d'affaires des entreprises. Après, je dirais en 2013, dans notre rapport, que vous avez l'air de bien connaître, je pense que nous étions plutôt, par rapport à 2012, en croissance de chiffre d'affaires, au total, qu'en décroissance. Ce qui veut dire que nous avons développé aussi d'autres activités. Nous avons développé, par exemple, ce qu'on appelle les tananaphones, qui sont des points d'appel en zone rurale. Nous avons développé les activités liées à l'Internet mobile. Et nous avons développé aussi des activités sur le marché entreprise. Donc, à la fin de l'année, même si effectivement sur certains postes nous observions un peu de baisse sur le chiffre d'affaires, ça nous a permis de terminer l'année 2013 en croissance par rapport à l'année 2012. Oui, quand je voudrais revenir sur cette histoire de régulateur qui aujourd'hui a tous les moyens, vous avez dit, de contrôler toutes les transmissions. Oui. Toutes les transmissions internationales. Alors, il y a une chose, tous les ans, nous, à l'Express de Madagascar, nous, on aimerait bien, par exemple, avoir le nombre de SMS qui s'échangent entre les gens. Mais à Madagascar, c'est assez difficile d'obtenir ces volumes-là. Est-ce que cette opacité, cette absence de transparence, justement, sur le volume des échanges de données, de communication, est-ce que c'est voulu? Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine opacité? Alors chaque année, au mois de mars, au mois d'avril, nous communiquons aux régulateurs l'ensemble des données relatives au trafic et à l'activité d'Orange Madagascar. Après, il appartient aux régulateurs de décider quelles données peuvent être publiées, doivent être publiées, et quelles données ne doivent pas l'être. Là-dessus, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Bon, sachez que d'un point de vue technique, nous disposons de toutes ces données et nous les communiquons aux régulateurs avec, par exemple, le nombre de sites que nous avons construits, le nombre de sites radio en service, la capacité de nos liens de transmission, etc. etc. C'est un rapport qui doit faire 70 ou 80 pages. Après, je ne suis pas à même de juger s'il est opportun ou pas à Madagascar de publier ce type de données. Vous êtes présent là actuellement sur le secteur de la téléphonie mobile, de l'Internet aussi. Ce sera quand pour la télévision ou est-ce qu'il y aura des projets futurs, là, projets à long terme ou à court terme? Orange TV à Madagascar. Alors, je sais qu'il y a une rumeur qui circule depuis quelques semaines selon laquelle Orange ferait de la télévision. Alors là-dessus, je vais vous répondre clairement.
Mon métier depuis 40 ans, c'est les télécommunications. Et je n'ai pas envie de changer de métier. Donc je considère que la télévision, c'est un autre métier. Ce n'est pas le métier d'opérateur de télécommunications. Il faut d'autres expertises, d'autres capacités que nous n'avons pas chez Orange Madagascar. Donc nous ne nous lancerons pas dans la télévision, qu'elle soit numérique ou pas numérique. En revanche, en tant qu'opérateur de télécommunications, nous pouvons transporter sur nos réseaux, mais comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde, les signaux de télévision. Mais pour nous, que nous transportions des signaux Internet, des signaux de télévision ou de la téléphonie mobile, c'est pareil. Donc un box Orange, ça pourrait être possible plus tard? Un box Orange chez les gens, une offre triple play ou quelque chose comme ça, quadruple play carrément? Après, qu'il y ait, peut-être qu'il y aura un jour un partenariat d'Orange avec un opérateur de télévision numérique, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le rôle d'Orange, et ce n'est pas notre stratégie de développer une activité de diffuseur et d'éditeur de programmes de télévision, clairement. Donc, nous sommes opérateurs de télécommunications, nous restons opérateurs de télécommunications, mais par ailleurs, nous sommes prêts à regarder s'il y a des possibilités effectivement de partenariat avec des vrais opérateurs de télévision dont c'est le métier et qui savent certainement faire ce métier beaucoup mieux que nous pourrions le faire. Nous approchons déjà à la fin de notre émission. Peut-être une dernière question. On parle beaucoup du déménagement de Orange sur la tour Orange. C'était même prévu il y a quelque temps. Quand est-ce que ça va se concrétiser finalement? Alors d'abord, la tour qui a été surnommée tour Orange, je rappelle qu'elle n'appartient pas à Orange, que la tour elle appartient à un propriétaire, donc le groupe Cypromad, que nous sommes locataires dans cette tour d'un certain nombre d'étages, comme nous serions locataires d'un immeuble de bureau partout dans Tananarive. Voilà, nous sommes actuellement locataires à Galaxy du groupe First Immo. Nous passons maintenant locataires du groupe Cypromad. Je pense qu'il est important qu'une entreprise comme Orange à Madagascar qui se développe, puisque quand je suis arrivé il y a 2 ans, nous étions à peu près 650 personnes et aujourd'hui nous sommes 850 personnes. Donc il est important qu'une entreprise comme Orange Madagascar puisse disposer de locaux complètement adaptés à son activité, à la fois en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Et le déménagement? Alors ça sera avant la fin de l'année, voilà. Pour répondre précisément à votre question, je ne vous donnerai pas la date exacte qui reste encore à fixer en fonction des diverses contraintes, puisque la fin de l'année pour Madagascar, une période particulièrement importante sur le plan commercial, en raison des fêtes de fin d'année. Mais avant la fin de l'année, nous serons dans cette tour que vous appelez tour Orange, mais dont le nom n'est pas encore défini. Merci beaucoup, Monsieur Michel Barré, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation sur le plateau de Salangalang. Misaotra ihany koa any Lovara Fiderso niaraka tamiko nanolotra ity fandaharana ity, manolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny teknisian'ny RTA nampita ny sary sy ny feo tany amin'ny televisiontsika tsirairay ary manolotra indrindra fisaorana ho anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny anio toy izao. Mandra-piona tompoko.